plus que je n'en avais jamais rêvé. J'avais 62 ans, je venais de prendre ma retraite de mon poste de cadre à la Direction générale des finances publiques, et j'avais hâte de partager la nouvelle avec ma femme. Je suis rentré chez nous, dans notre maison de Saint-Cloud, le cœur battant, répétant comment j'allais l'annoncer à Catherine. Nous pourrions parcourir le monde. Nous pourrions acheter cette villa sur la Côte d'Azur dont elle avait toujours rêvé. Nos petits-enfants verraient leurs études supérieures entièrement financées. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, chaque sacrifice que j'avais fait, portait enfin ses fruits. Mais quand j'ai franchi la porte d'entrée ce mardi après-midi, j'ai entendu des voix venant de notre chambre. Le rire de ma femme, léger et séducteur, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Et la voix d'un homme, grave et jeune, prononçant des mots qui ont glacé mon sang. Une fois que le vieux sera à la retraite et qu'il aura encaissé ses actions, nous serons tranquilles. Tu as dit toi-même qu'il parlait de ce paiement depuis des mois. 15 millions partagés en deux lors du divorce. C'est plus qu'il n'en faut pour que nous disparaissions tous les deux ensemble. Je suis resté pétrifié dans le couloir de la maison que j'avais payée, la maison où j'avais élevé mes 3 enfants, écoutant ma femme depuis 38 ans planifier ma destruction financière avec son amant. La voix de Catherine est venue ensuite, et la cruauté qu'elle contenait m'a presque brisé. Jean-Pierre a toujours été une chiffre molle. Il signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Cet homme a passé toute sa carrière à suivre les règles et à faire confiance aux gens. Il n'a aucune idée que j'ai déjà parlé à un avocat de la manière de maximiser ma part. Et honnêtement, après toutes ces années de sa fiabilité ennuyeuse, je mérite cela. Je mérite de me sentir à nouveau vivante. L'homme a ri. C'est ma fille. Et une fois que tu auras ta moitié, nous ouvrirons ce centre de remise en forme à l'île Maurice comme nous l'avions prévu. Ton mari pourra garder ses tableurs et sa routine. Nous aurons le paradis. J'ai reconnu la voix. C'était Bastien, le coach personnel que Catherine avait engagé il y a 6 mois, celui dont elle disait qu'il l'aidait à rester en bonne santé pour nos années de retraite. Celui à qui je signais des chèques de 1 200 € par mois, finançant ma propre trahison. Je suis sorti de la maison sans un bruit, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit le long des quais de Seine jusqu'à ce que je me retrouve sur le parking d'un petit café, fixant l'eau. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir ma tasse. 38 ans, 3 enfants, 5 petits-enfants. Chaque jour, j'étais allé travailler, j'avais économisé de l'argent, j'avais planifié notre avenir ensemble, et elle me voyait comme un pigeon, un portefeuille à vider, un vieil homme ennuyeux sur le chemin de son paradis. La confirmation des 15 millions d'euros trônait dans ma boîte mail, encore non lue par personne d'autre que moi. J'avais prévu de lui dire lors d'un dîner chic. J'avais même réservé au Jules Verne, son restaurant préféré. Quel idiot j'avais été. Mais alors que j'étais assis là, regardant les vagues froides de novembre frapper le bord, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, brûlante comme de l'acide. Mais en dessous, quelque chose de plus froid et de plus dur se formait. J'avais passé 35 ans en tant qu'analyste principal pour le fisc. Je connaissais l'argent. Je connaissais le droit fiscal. Je savais comment traquer les irrégularités financières et les actifs cachés. Et je savais que des gens comme Bastien, des coachs personnels gérant des affaires en liquide, déclaraient rarement tous leurs revenus. Catherine voulait jouer avec mon argent. Elle pensait que j'étais un faible qui signerait simplement des papiers et la laisserait partir avec la moitié de tout ce que j'avais construit. Elle n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand j'étais motivé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon ancien collègue, Philippe Chêne, maintenant associé dans l'un des meilleurs cabinets de droit de la famille à Paris. Philippe, c'est Jean-Pierre. J'ai besoin de te voir dès demain matin, et j'ai besoin que tu gardes cela complètement confidentiel. Je t'expliquerai tout, mais j'ai besoin du meilleur avocat spécialisé en divorce de ton équipe. Ensuite, j'ai appelé mon comptable, Marc Goldstein, qui gérait mes investissements depuis 20 ans. Marc ne traite encore aucun papier de la vente des actions. Garde tout dans la société holding pour le moment. Je dois te parler de protection d'actifs. Quelque chose est survenu. Je suis rentré chez moi juste avant l'heure du dîner, le visage soigneusement composé. Catherine était dans la cuisine, l'air rayonnant et heureuse d'une manière qui me soulevait maintenant le cœur. Elle portait de nouveaux vêtements de sport, des équipements de luxe que j'avais payés. Jean-Pierre, tu es rentré tôt. Comment s'est passée ta journée? J'ai posé ma mallette. Ma performance commençait. Bien.
Juste comme d'habitude. Et ta séance d'entraînement? Oh, merveilleuse. Bastien me pousse vraiment à atteindre mes objectifs. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Elle m'a souri et j'ai vu le mensonge derrière chaque dent. As-tu faim? J'ai fait ton plat préféré, un bœuf bourguignon. J'ai mangé le plat. J'ai complimenté le repas. J'ai posé des questions sur sa journée et elle m'a raconté mensonge sur mensonge pendant que je hochais la tête et souriais. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans le lit, j'avais l'impression de dormir à côté d'une étrangère. Une étrangère dangereuse qui ne me voyait que comme un fonds de retraite à diviser et à piller. Mais j'étais patient. J'avais été patient toute ma carrière, montant des dossiers contre des fraudeurs fiscaux, suivant des pistes de papier, attendant le moment idéal pour frapper. Je pouvais être patient maintenant. Au cours de la semaine suivante, j'ai rencontré la collègue de Philippe, Maître Diallo, une avocate spécialisée en divorce réputée pour être absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger ses clients. J'ai exposé tout ce que j'avais surpris, elle a écouté avec des yeux vifs et intelligents, prenant des notes. Monsieur Morin, je vais être très direct avec vous. En France, vous envisagez un partage égal des biens matrimoniaux. Ce versement d'actions, s'il est traité pendant que vous êtes encore marié, devient un bien commun. Elle aurait droit à la moitié. Mon cœur a sombré. Alors, elle gagne. Après avoir planifié tout cela, après l'infidélité, elle s'en va juste avec 7,5 millions d'euros. Maître Diallo a souri, et ce n'était pas un sourire chaleureux. Je n'ai pas dit qu'elle gagnait. J'ai dit que nous devions être stratégiques. Premièrement, avez-vous gardé ces actions en votre nom propre ou dans une société de portefeuille? Je n'ai encore rien transféré sur des comptes personnels. Excellent. Cela nous donne de la flexibilité. Deuxièmement, quand exactement cette liaison a-t-elle commencé? Parce que si nous pouvons prouver qu'elle est antérieure à certaines décisions financières, nous pouvons soutenir qu'elle n'a pas droit à des actifs qu'elle prévoyait de voler par fraude. Je ne sais pas quand cela a commencé. Il y a 6 mois, c'est quand elle l'a engagé, mais cela aurait pu durer plus longtemps. Nous le découvrirons. Je veux que vous engagiez un détective privé. Documentez tout. Chaque rencontre, chaque SMS si nous pouvons les obtenir, chaque transaction financière, et surtout, ne lui laissez pas savoir que vous soupçonnez quoi que ce soit. Pouvez-vous faire cela? J'ai hoché la tête. Je le fais déjà depuis une semaine. Bien. Maintenant, vous avez mentionné qu'il est un coach personnel gérant sa propre entreprise. Oui, Bastien. Il a une petite franchise de salle de sport, quelques emplacements. Maître Diallo a pris une note. Intéressant. Ces entreprises brassant beaucoup de liquide ont souvent des problèmes avec leur comptabilité. Si nous pouvions trouver des preuves d'évasion fiscale ou de fraude de sa part, cela pourrait être un levier utile. J'ai vu où elle voulait en venir. Vous voulez que je l'enquête aussi. Je veux que vous vous protégiez, vous et vos actifs. Si cette enquête révèle par hasard qu'il n'est pas le genre d'homme avec qui votre femme devrait s'enfuir, eh bien, c'est juste de la prudence élémentaire. J'ai engagé le détective privé, une ancienne de la gendarmerie nommée Sandrine. Je lui ai donné des instructions simples. Suivez Catherine. Suivez Bastien. Documentez tout et examinez les pratiques commerciales de Bastien. Puis je suis rentré chez moi et j'ai continué ma performance. J'étais le même Jean-Pierre, ennuyeux et fiable. Je suis allé à mes déjeuners de retraite avec d'anciens collègues. J'ai parlé de prendre des abonnements pour le PSG. J'ai interrogé Catherine sur ses séances d'entraînement et ses projets pour notre retraite, et chaque mot qu'elle disait était du poison enveloppé dans des sourires. Je pense que nous devrions attendre un peu avant de faire de gros achats, Jean-Pierre. Tu sais, s'assurer que le marché est stable avant de commencer à dépenser. Traduction, j'ai besoin de temps pour me positionner pour le divorce. Bastien a suggéré que je pourrais vouloir prendre un conseiller financier personnel, quelqu'un qui se spécialise dans la gestion de fortune des femmes. Il dit que tu as bien réussi, mais que je devrais comprendre nos finances moi aussi. Traduction, je me prépare à prendre la moitié et à m'enfuir. J'ai réfléchi à ce que je veux faire de mon temps maintenant que tu es à la retraite. Peut-être que j'ai besoin de mon propre espace, de mes propres projets. Nous n'avons pas besoin d'être ensemble à chaque instant. Traduction, je planifie déjà ma vie sans toi. Chaque mensonge renforçait la glace autour de mon cœur, mais je souriais et hochais la tête, jouant l'idiot qu'elle pensait que j'étais.
Les rapports de Sandrine ont commencé à arriver. Catherine rencontrait Bastien 3 fois par semaine à sa salle de sport, mais elle le retrouvait aussi dans un appartement à Boulogne les mardis et jeudis après-midi. Un appartement loué au nom de l'entreprise de Bastien. Les photos étaient explicites. Accablantes. Mais Maître Diallo m'a dit d'attendre. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de l'aspect financier. Votre détective peut-elle accéder à ces dossiers commerciaux? Je ne sais pas. Cela semble illégal. Maître Diallo m'a lancé un regard patient. Votre femme prévoit de vous escroquer des millions d'euros. Je ne suggère pas que nous enfreignions la loi, mais si des informations sur les pratiques commerciales de M. Bastien venaient à la lumière par les voies appropriées, cela serait utile. J'ai compris. J'avais passé des décennies à trouver des moyens légaux créatifs pour attraper les fraudeurs fiscaux. Je pouvais trouver un moyen. Je me suis souvenu que la franchise de Bastien était en partie financée par un prêt à la création d'entreprises de la région. Ces prêts exigeaient des rapports financiers réguliers. En tant qu'ancien fonctionnaire de l'État, j'avais encore des contacts. J'ai passé quelques appels, demandé quelques faveurs, me disant juste curieux de la manière dont ces programmes pour petites entreprises fonctionnaient. Pourriez-vous m'envoyer des données anonymisées sur les franchises de fitness? Les rapports sont arrivés. La salle de Bastien déclarait des bénéfices modestes, atteignant à peine l'équilibre la plupart des mois. Mais la surveillance de Sandrine montrait une image très différente. Le parking était toujours plein, les cours étaient bondés, et une bonne partie des paiements se faisait en liquide géré par Bastien personnellement. J'ai fait quelques calculs. Des estimations prudentes suggéraient que les salles devraient rapporter au moins 300 000 € par an de bénéfices. Bastien en déclarait 60 000. Où passait le reste? J'ai passé une semaine à traquer la piste de papier en utilisant chaque compétence développée à Bercy. Société écran au Luxembourg, dépôt en espèces juste en dessous du seuil de déclaration. Évasion fiscale classique, probablement à hauteur d'1 million d'euros ou plus au cours des 5 dernières années. J'ai tout compilé dans un rapport détaillé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je l'ai envoyé anonymement à la division des fraudes du fisc. Ancien employé du gouvernement ici, retraité. Ce dossier m'est tombé dessus. Je me suis dit que vous voudriez y jeter un œil. Toutes les preuves sont jointes. J'ai mis Maître Diallo en copie de tout. Elle a souri en le lisant. Monsieur Morin, vous venez de nous donner un levier considérable. Votre femme prévoit de s'enfuir avec un homme qui s'apprête à faire face à de graves poursuites pénales. Cela change considérablement le calcul du divorce. Combien de temps avant qu'il ne l'enquête? Le fisc ne bouge pas vite, mais avec des preuves aussi détaillées, dans 3 à 6 mois, ils auront des agents à sa porte. Peut-être plus tôt. J'ai hoché la tête. Et en attendant, nous préparons. Je veux que vous commenciez à documenter vos contributions au mariage. Chaque décision financière, chaque sacrifice que vous avez fait, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. Nous allons brosser le portrait d'un homme qui a tout construit pendant que sa femme planifiait de le lui voler. J'ai passé le mois suivant à faire exactement cela. Relevé bancaire remontant à 38 ans. Registre de chaque paiement d'hypothèque que j'avais effectué, chaque cotisation d'épargne retraite, chaque investissement. J'avais été méticuleux toute ma vie. J'avais gardé chaque reçu, chaque dossier. Maintenant, cela payait. Et Catherine, elle devenait plus audacieuse. Elle a commencé à parler ouvertement de besoin d'espace et du fait que nous nous éloignions l'un de l'autre. Elle a suggéré que nous voyions un conseiller conjugal. J'ai accepté, sachant que c'était juste une autre étape de son plan pour montrer qu'elle avait essayé de sauver le mariage avant de demander le divorce. Nous sommes allés à 3 séances avec le docteur Sandra Lou, une thérapeute dans le 16e arrondissement. Catherine a joué la comédie magnifiquement, parlant de son sentiment d'être délaissée, de la façon dont j'avais toujours priorisé le travail sur elle, de la façon dont elle se sentait invisible dans notre mariage. Je suis resté assis tranquillement, hochant la tête, acquiesçant quand c'était approprié. Le docteur Lou pensait probablement que j'étais un mari typique émotionnellement distant. Après la 3e séance, Catherine m'a souri dans la voiture. Merci d'essayer, Jean-Pierre. Je sais que c'est difficile. J'ai regardé ma femme, cette femme que j'avais aimée pendant près de 4 décennies, et je n'ai ressenti que du mépris. Je veux que notre mariage fonctionne, Catherine. Je l'ai toujours voulu. Cette nuit-là,
elle est restée éveillée tard à envoyer des SMS. Je pouvais voir la lueur de son téléphone sous la porte de la chambre, planifiant son paradis, sans aucun doute. 4 mois après avoir découvert la liaison, Sandrine m'a appelé avec des nouvelles. Le fisc vient de perquisitionner les salles de sport de Bastien. 3 sites, exécution simultanée de mandats de perquisition. C'est partout dans les nouvelles locales. J'ai allumé la télévision. C'était là. Des images d'agents fédéraux transportant des cartons hors d'une salle de sport à Levallois. Le reporter parlait d'une enquête en cours sur la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Mon téléphone a sonné. Catherine. Sa voix était paniquée. Jean-Pierre, as-tu vu les nouvelles? La salle de Bastien est perquisitionnée. Bastien, ton coach. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Le gouvernement pense qu'il a caché de l'argent ou quelque chose comme ça. C'est terrible. C'est terrible, ai-je dit, ma voix soigneusement inquiète. J'espère que cela n'affectera pas ton programme d'entraînement. Il y a eu une pause. Non, non, je suis sûr que tout ira bien. Mais rien n'allait. Au cours de la semaine suivante, plus d'informations sont sorties. Bastien faisait l'objet d'une enquête pour avoir éludé plus d'1 million d'euros d'impôts. Ses avoirs ont été gelés. Son entreprise fermait ses portes et le procureur engageait des poursuites pénales. Catherine est devenue de plus en plus agitée. Elle ne pouvait plus contacter Bastien aussi facilement. Son téléphone était sous surveillance. Elle a commencé à faire des erreurs, laissant son propre téléphone déverrouillé, oubliant de supprimer des messages. J'ai tout documenté. Chaque SMS, chaque appel paniqué, chaque mensonge. 6 mois après avoir découvert leur plan pour la première fois, Maître Diallo m'a appelé dans son bureau. C'est le moment. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Déposez la demande maintenant avant qu'elle n'ait une chance de se ressaisir. Les papiers du divorce ont été remis à Catherine un jeudi matin par un huissier. Je n'étais pas à la maison. J'étais au bureau de Maître Diallo, me préparant pour la suite. Catherine m'a appelé en pleurant. Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est que ça? Des papiers de divorce. Pourquoi demanderais-tu le divorce? Parce que notre mariage est fini, Catherine. Il est fini depuis un moment, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Nous sommes allés en thérapie. Nous avons travaillé sur les choses. Non, tu jouais la comédie. Moi, je rassemblais des preuves. Il y a eu un long silence. Des preuves de quoi? De ta liaison avec Bastien. De ton plan pour prendre la moitié de mon argent et t'enfuir à l'île Maurice. De tout ce que tu as dit et fait au cours des 6 derniers mois alors que tu pensais que j'étais trop stupide pour remarquer quoi que ce soit. Sa voix a changé, est devenue dure. Tu m'espionnais. Je me protégeais. Et avant que tu ne commences à faire des menaces, tu devrais savoir que j'ai des enregistrements, des photographies, des documents financiers et des déclarations de témoins. Ta liaison est documentée en détail. Tout comme ton plan pour m'escroquer. Je te suggère donc de te trouver un bon avocat parce que tu vas en avoir besoin. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de soulagement. J'avais joué mon rôle pendant 6 mois. Maintenant, la vérité était éclatante. Catherine a engagé un avocat, un procureur de divorce agressif nommé Maître Walsh, qui avait la réputation de saigner les conjoints. Il a envoyé une lettre à Maître Diallo demandant 7,5 millions d'euros. La moitié de la maison, la moitié de ma pension et une prestation compensatoire. Maître Diallo a renvoyé notre contre-offre. Catherine n'obtenait rien. 0 de la vente des actions. Une petite portion de la valeur nette de la maison, aucune prestation compensatoire. Et si elle voulait se battre, nous serions heureux de présenter toutes nos preuves devant un tribunal public, y compris ses plans pour commettre une fraude. Walsh a appelé Diallo. Ils ont parlé pendant 1 heure. Quand elle a raccroché, elle souriait. Il lui conseille d'accepter l'accord. Une fois que je lui ai montré ce que nous avions, il a su qu'il ne pouvait pas gagner. La liaison, la planification, le fait qu'elle allait s'enfuir avec un criminel faisant l'objet d'une enquête pour fraude fiscale, c'est trop. Elle se ferait détruire au tribunal et elle le sait. Que as-tu proposé? 200 000 euros sur la valeur de la maison. C'est tout. Elle s'en va avec assez pour recommencer, mais loin de ce qu'elle voulait.
Et elle signe un accord en béton stipulant qu'elle ne fera jamais aucune réclamation sur vos revenus ou actifs futurs. Acceptera-t-elle? Oh, elle se battra d'abord. Ils le font toujours. Mais oui, finalement, elle acceptera parce que l'alternative est que nous allions au tribunal et que je l'enterre. Maître Diallo avait raison. L'avocat de Catherine est revenu avec des contre-offres. 1 500 000, 400 000. À chaque fois, Diallo disait, non, 200 000 ou nous allons au procès. Cela a pris 3 semaines de plus, mais Catherine a fini par signer. Je ne lui ai plus jamais parlé directement. Tout passait par les avocats. La maison a été vendue. Nous avons partagé la valeur nette comme convenu, et Catherine a emménagé dans un petit appartement dans le nord de Paris. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme réceptionniste dans un studio de yoga. Bastien n'a pas eu autant de chance. Le dossier du fisc était blindé. Il a été reconnu coupable d'évasion fiscale et condamné à 3 ans de prison ferme. Ses avoirs ont été saisis pour rembourser les impôts impayés et les pénalités. Sa franchise de salle de sport a fait faillite. J'ai pensé à lui rendre visite en prison juste pour lui faire savoir qu'il avait fait tomber. Mais Maître Diallo me l'a déconseillé. Laisse tomber, a-t-elle dit. Tu as gagné. Ne lui donne pas la satisfaction de savoir que tu t'en souciais assez pour venir. Elle avait raison. Je n'avais pas besoin d'explications de sa part. J'avais déjà obtenu ce dont j'avais besoin. Mes 15 millions, toujours en sécurité dans la société holding, ont été restructurés avec l'aide de Maître Diallo. La majeure partie a été placée dans une fiducie pour mes enfants et petits-enfants, protégés de toute réclamation future. J'en ai gardé assez pour vivre confortablement, j'ai acheté un bel appartement avec vue sur le port et j'ai commencé à profiter réellement de ma retraite. Mes enfants ont été choqués quand je leur ai parlé du divorce. Ils n'avaient aucune idée que quelque chose n'allait pas. Je leur ai montré les preuves, non pas pour les monter contre leur mère, mais pour qu'ils comprennent pourquoi j'avais fait ces choix. Ils étaient en colère, blessés, confus, mais ils m'ont soutenu. Ma fille Julie m'a demandé une fois, « Papa, comment es-tu resté si calme? Comment as-tu fait pour prétendre que tout était normal alors que tu savais ce qui se passait ?» J'y ai réfléchi longtemps avant de répondre parce que j'ai appris quelque chose en travaillant pour l'État toutes ces années. La patience bat la colère. La planification bat la réaction. Et la meilleure vengeance n'est pas émotionnelle. Elle est méthodique. 1 an après la finalisation du divorce, je prenais un café avec Philippe Chêne dans une brasserie. Il avait suivi toute l'affaire depuis le début. Jean-Pierre, je dois dire que tu as géré cela avec brio. La plupart des gens dans ta situation auraient confronté leur conjoint immédiatement, auraient été émotifs, auraient fait des erreurs. Tu as joué parfaitement. J'ai remué mon café, pensant à ces 6 mois de performance, d'être allongé à côté de Catherine nuit après nuit, sachant ce qu'elle planifiait. Ce n'était pas facile, Philippe. Certaines nuits, j'avais envie de hurler. Je voulais la mettre dehors sur le champ. Mais je savais que si je faisais cela, elle prendrait un avocat et je perdrais la moitié de tout. Alors j'ai attendu. L'histoire de Bastien était du génie, au fait. Comment savais-tu qu'il fraudait les impôts? J'ai souri légèrement. 35 ans à Bercy t'apprennent quelques trucs. Des entreprises avec beaucoup de liquide, des revenus déclarés modestes et des modes de vie luxueux. Ils trichent presque toujours. J'ai juste confirmé ce que je soupçonnais déjà et je me suis assuré que les bonnes personnes le sachent. Penses-tu que Catherine était au courant de sa fraude fiscale? J'en doute. Elle voyait juste un beau jeune mec qui la faisait se sentir spéciale. Elle se moquait d'où venait son argent tant qu'il y en avait assez. Il s'avère qu'il n'y en avait pas. Philippe a secoué la tête. 38 ans de mariage. Ça doit faire mal, même maintenant. Ça a fait mal. Même 1 an plus tard, même en sachant tout ce qu'elle avait fait. Ça a fait mal. Mais la douleur était gérable maintenant. C'était comme une vieille blessure qui lance par temps froid, mais qui ne t'empêche pas de vivre ta vie. Tu sais ce qui fait le plus mal, ai-je dit. Ce n'est pas la liaison. Les gens cessent de s'aimer. Ça arrive. Ce qui fait mal, c'est qu'elle m'ait vu comme une chiffre molle, comme quelqu'un de trop stupide et confiant pour se protéger. Elle m'a littéralement traité d'ennuyeux et de prévisible tout en planifiant de me dévaliser. C'est cela que je ne peux pas pardonner. Philippe a hoché la tête. Eh bien, elle a appris le contraire.
Tu es peut-être prévisible, Jean-Pierre, mais tu n'es pas stupide, et tu n'es certainement pas un faible. J'ai payé nos cafés et je suis retourné à mon appartement en marchant. C'était une belle journée de septembre, le genre de journée que Catherine aimait autrefois. Je me suis demandé brièvement si elle était heureuse dans son petit appartement, travaillant comme réceptionniste, vivant avec ses 200 000 euros. Puis j'ai décidé que je m'en fichais. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma petite fille, Léa, la fille aînée de Julie. Grand-père, peux-tu m'aider avec mes dossiers Parcoursup? Maman a dit que tu étais vraiment doué pour ces trucs-là. J'ai souri et j'ai répondu, bien sûr. Viens samedi. Nous travaillerons dessus ensemble. C'était à cela que servait l'argent. Pas un paradis à l'île Maurice avec un homme ayant la moitié de mon âge. Pas à fuir les responsabilités et l'engagement. C'était pour cela. Pour aider Léa à entrer dans une bonne école. Pour m'assurer que mes enfants et petits-enfants aient des opportunités que je n'ai jamais eues. Pour construire quelque chose qui durerait après moi. 3 ans après le divorce, j'ai croisé Catherine dans un Monoprix à Saint-Cloud. J'étais là pour rendre visite à Julie, m'arrêtant pour faire quelques courses. Catherine était à la caisse avec un petit panier, achetant l'essentiel. Elle m'a vu et s'est figée. Elle avait vieilli visiblement, avait l'air fatiguée et plus petite d'une certaine manière. J'avais probablement l'air différent, moi aussi. La retraite m'avait réussi. J'avais perdu du poids, commencé le vélo, laissé mes cheveux devenir entièrement gris au lieu de les teindre. Bonjour, Jean-Pierre. Sa voix était basse. Catherine. Une pause maladroite. Tu as l'air en forme. Merci. Toi aussi. Une autre pause. Je pouvais la voir lutter contre quelque chose, voulant dire quelque chose, mais sans savoir si elle le devait. Finalement, elle a parlé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas cela. J'ai regardé cette femme que j'avais autrefois aimée plus que tout au monde, et je n'ai ressenti qu'une tristesse lointaine. Non, je ne le méritais pas. Mais merci de le dire. Les enfants me disent que tu les aides beaucoup. Léa avec l'université, James avec son entreprise. Je suis contente que ce soit de bons enfants. Nous les avons bien élevés. Nous l'avons fait, a-t-elle admis doucement. Alors, es-tu heureux, Jean-Pierre? J'ai pensé à mon appartement, à ma liberté, à mes petits-enfants, à l'argent soigneusement mis de côté pour les personnes que j'aimais. Oui, ai-je dit. Je le suis. Et toi? Elle a esquissé un petit sourire triste. J'apprends à l'être. C'est dur, mais j'apprends. J'ai hoché la tête. C'est bien, Catherine. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Jean-Pierre, a-t-elle appelé alors que je commençais à m'éloigner? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que c'est toi qui as dénoncé Bastien au fisc? J'aurais pu mentir, j'aurais pu nier, mais j'ai opté pour l'honnêteté. Oui, c'est moi. Il enfreignait la loi, volait l'État, les contribuables, et il prévoyait de me voler aussi. Alors oui, je me suis assuré que les bonnes personnes sachent ce qu'ils faisaient. Elle a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. C'était malin. Froid, mais malin. Tu m'as traité d'ennuyeux et de prévisible, ai-je dit calmement. Mais tu as oublié que j'ai passé toute ma carrière à attraper des gens qui pensaient être plus malins que le système. Je suis très bon dans ce que je fais, Catherine. Tu n'as simplement jamais prêté assez d'attention pour le remarquer. Je l'ai laissé là et je suis allé à ma voiture. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais simplement libéré. Ce chapitre de ma vie était clos, et j'étais en paix avec cela. Aujourd'hui, je passe mon temps comme je l'entends. Je fais du bénévolat dans un programme d'éducation financière, apprenant aux jeunes comment gérer l'argent et planifier l'avenir. Je voyage, surtout dans des endroits où Catherine n'a jamais voulu aller. Je dîne avec mes enfants et petits-enfants chaque semaine et je recommence à sortir, prenant mon temps, apprenant à faire confiance progressivement. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré le divorce, si j'aurais aimé être plus clément, plus disposé à donner une seconde chance à Catherine. Et je leur réponds honnêtement, non. Elle ne voulait pas d'une seconde chance avec moi. Elle voulait mon argent et une nouvelle vie. Je me suis juste assuré qu'elle ne puisse pas voler ce pourquoi j'avais travaillé tout en prétendant être une victime.
Les 15 millions ont presque disparu maintenant, transformés en fiducie, en fonds d'études et en investissements intelligents pour mes enfants. J'en ai gardé assez pour vivre confortablement, mais l'essentiel est allé là où il devait aller, à la génération suivante, pour construire quelque chose de durable. Catherine a eu sa liberté et 200 000 euros. Bastien a eu 3 ans de prison et un casier judiciaire. Et moi, j'ai récupéré ma vie, ma dignité et la satisfaction de savoir que la patience et la planification battent toujours la colère et l'impulsion. Parfois, tard le soir dans mon appartement, je repense à ce moment où je me trouvais dans mon couloir et que j'entendais ma femme planifier ma ruine financière. Comment mon cœur s'est brisé. Comment j'ai voulu crier, rager et les confronter sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu. J'ai planifié. J'ai documenté. Et j'ai gagné. C'est ce que 35 ans à l'administration fiscale vous enseigne. Le jeu n'est pas gagné par la personne qui réagit le plus vite. Il est gagné par celle qui voit le plus loin. Catherine pensait se jouer de moi. Il s'est avéré que je jouais une partie beaucoup plus longue et elle ne s'en est même pas rendue compte avant le coup final. Était-ce froid? Oui. Était-ce calculé? Absolument. Était-ce juste? À vous de me le dire. Elle prévoyait de prendre la moitié du travail de ma vie par la fraude et la tromperie. Je me suis assuré qu'elle obtienne exactement ce qu'elle méritait selon la loi. Ni plus, ni moins. Et maintenant, à 65 ans, je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des décennies. Libre, en sécurité, entouré de gens qui se soucient réellement de moi, pas de ce que je peux leur donner. Catherine voulait le paradis. Je lui ai donné une leçon à la place. Et j'ai construit mon propre paradis ici même. Une relation honnête et un actif protégé à la fois. Le pigeon ennuyeux et prévisible a gagné à la fin. Et c'est une victoire que je savourerai pour le reste de mes jours. Cette histoire illustre parfaitement la force de la résilience et de la discipline stratégique face à la trahison la plus profonde. Jean-Pierre n'est pas seulement un homme qui protège ses finances, c'est un homme qui refuse d'être la victime du récit de quelqu'un d'autre. Dans une société où l'on nous pousse souvent à réagir de manière impulsive et émotionnelle, son approche méthodique rappelle que la véritable puissance réside dans le calme et la maîtrise de soi. Il a utilisé ses compétences professionnelles non pas pour détruire par méchanceté, mais pour rétablir une forme de justice que le système aurait pu laisser filer. Cela nous amène à réfléchir sur la nature de la loyauté dans les relations de longue durée et sur la manière dont la perception que l'on a de l'autre peut devenir notre plus grande faiblesse. Catherine a sous-estimé Jean-Pierre parce qu'elle a confondu sa gentillesse avec de la faiblesse et sa stabilité avec de l'ennui. C'est une erreur classique que de nombreux manipulateurs commettent. En fin de compte, la richesse de Jean-Pierre n'est pas seulement dans ses 15 millions d'euros, mais dans sa capacité à rester intègre tout en étant impitoyable envers ceux qui cherchaient à le briser. Et vous, que pensez-vous de la méthode de Jean-Pierre? Auriez-vous eu la patience d'attendre 6 mois et de jouer la comédie chaque jour pour protéger votre avenir, ou l'émotion aurait-elle pris le dessus dès les premières secondes? Pensez-vous que la vengeance froide et légale est plus satisfaisante qu'une confrontation immédiate? Partagez votre avis dans les commentaires, cela m'intéresse vraiment de savoir où vous placez la limite entre la protection de soi et la justice personnelle.